Chers amis, chers abonnés, bonjour ou bonsoir à tous. Merci beaucoup pour vos encouragements. J'espère que vous allez continuer à le faire et que vous serez plus nombreux à vous abonner, à commenter mes vidéos et à mettre des j'aime. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet très important, surtout pour les doctorants et éventuellement même pour les enseignants-chercheurs débutants qui auraient des difficultés à se faire publier un article. Quand j'ai traité de ce sujet lors du workshop doctoral et postdoctoral en méthodologie et en écriture scientifique organisé le mois de juin 2002 par le laboratoire l'AILEM et la faculté des lettres et des langues de l'université de Vijaya, plusieurs doctorants et collègues m'ont confié qu'ils avaient énormément appris et que les conclusions de l'étude que j'ai présentée étaient très intéressantes. Je pense qu'ils étaient sincères. J'espère que vous allez me dire la même chose quand vous allez visionner cette vidéo. Par ailleurs, puisqu'il arrive assez fréquemment que des doctorants posent la question « Comment on fait une communication ?» Je leur dis « Voici l'une des différentes manières de présenter les résultats d'une recherche. » Je vous dis bonne écoute, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de télécharger, plutôt de partager les vidéos. Merci. Donc, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse surtout aux doctorants qui se posent des questions du genre quels sont les principaux motifs de rejet des articles soumis à des revues scientifiques, comment pourrais-je favoriser l'acceptation d'un article scientifique soumis à une revue. J'espère qu'elle apportera quelques éléments de réponse aux nombreuses questions que vous vous posez à ce sujet. Donc, mon intervention aujourd'hui s'intitule « Principaux critères d'évaluation des articles scientifiques ». Le plan de l'intervention, je vais commencer par donner des indications sur la méthodologie de l'étude, puis exposer les principaux résultats de l'étude. Ça va être l'essentiel de la vidéo. Par la suite, je vais faire une synthèse des résultats obtenus à l'issue de mon étude. Je terminerai par l'auto-évaluation de mon étude et quelques brèves perspectives. Pour mener mon étude, j'ai choisi une méthodologie très simple. Donc, les objectifs de l'étude, c'est de découvrir les critères les plus utilisés par les évaluateurs des articles en s'appuyant sur l'analyse de grille d'évaluation des articles. Ensuite, ce sera de mettre en évidence les sous-critères de ces principaux critères. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas une grille d'évaluation, comment elle est faite, voici un exemple. C'est la grille d'évaluation proposée au comité scientifique de la revue Action didactique. Donc, par exemple, le premier critère, c'est adéquation du sujet avec l'appel à contribution dans le cadre des numéros thématiques ou avec la ligne éditoriale de la revue pour le cas surtout des numéros variables. Donc, l'évaluateur va noter 1 quand ce n'est pas du tout en adéquation avec l'appel ou avec la ligne éditoriale.
5 si ça convient très bien. Voilà à peu près. Donc la cohérence et la cohésion de l'article, l'évaluateur va cocher 2, 3 ou 4 selon le cas. Qualité de la langue à la fin, si l'article peut être publié en l'état sans modification, il va mettre 5. Si il y a des soucis de langue, il va mettre 2, 3 ou 4. Voilà par exemple. Donc le corpus de l'étude, il est constitué de 51 grilles d'évaluation d'articles scientifiques, dont celle que vous venez de voir. Pour la nature de ces grilles, ce sont celles utilisées pour l'évaluation dite externe. Donc, il y a deux types d'évaluation. La première, elle est interne parce qu'elle est faite soit par le rédacteur en chef de la revue, soit par le comité éditorial de la revue. Donc, il va d'abord, par exemple, vérifier si le thème de l'article a une relation avec les thématiques retenues pour la revue. Ainsi, par exemple, vous envoyez un article qui porte sur la littérature à une revue spécialisée en sémiologie, ou je ne sais pas, ou par exemple en didactique, le rédacteur en chef ou le comité de la revue peut le rejeter avant même de le soumettre aux membres du comité scientifique. Donc ça, c'est une évaluation interne. Elle a une grille qui est utilisée pour ça. Donc notre étude concerne l'évaluation externe et donc elle concerne au moment où le rédacteur en chef envoie l'article à deux évaluateurs et il va attendre le résultat. Le champ de spécialisation des revues sont les revues concernées par les grilles d'évaluation que j'ai utilisées sont surtout celles de sciences du langage, de didactique, de sciences de l'éducation, de littérature pour la plupart. Pour les pays concernés par ces revues, j'ai identifié au moins 15. Au moins 15 parce que parmi le corpus que j'ai constitué, il y a 6 grilles qui sont anonymes et donc je ne sais ni quelles sont les revues concernées, ni les pays concernés. Donc on va dire au moins 11 pays, voire plus. Avec plus de précision, 17 grilles sont de la France, 10 sont de revues algériennes, 9 du Canada, 2 du Maroc, 1 de la Croatie, 1 de l'Espagne, 1 du Japon, 1 du Portugal, 1 de la Suisse, 1 de la Turquie et 1 des USA. Et puis, comme je l'ai dit, il y a 6 grilles que je n'ai pas encore identifiées. La méthode de l'étude, la méthode suivie, il s'agit tout simplement de recenser les critères cités dans les 51 grilles, de calculer le nombre d'occurrences de chaque grille, le nombre de fois que chaque critère est cité, classer ces critères par ordre décroissant pour voir quels sont les critères les plus cités, dégagement des sous-titres, donc des précisions. Voilà, donc j'arrive aux principaux premiers résultats de cette étude parce que je suis en train de recueillir d'autres corpus, d'autres grilles pour
une meilleure représentativité du corpus. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par critères et sous-critères. Donc, par exemple, le critère le plus cité dans les 51 grilles, c'est celui de la méthodologie. Il a été cité à 47 reprises sur les 51, soit avec un taux de 92%. Je vais utiliser le long de la diapo ce procédé pour citer le lien, le nombre de citations et le pourcentage. Les sous-titres, c'est par exemple chaque revue a une manière, on peut mettre pas les sous-titres, je voulais dire les sous-critères. Par exemple, dans la revue numéro 8, on parle de description du contexte de la recherche, de la présentation du corpus, l'échantillonnage et des outils d'analyse explicitation de la démarche. Par exemple, dans la revue numéro 11, explication et qualité de la méthodologie. Voilà donc le titre, c'est le critère. Ensuite, c'est les sous-critères. Les numéros qui précèdent les sous-critères sont les numéros du corpus. Voilà. Donc, pratiquement dans la totalité des revues, dans la totalité des grilles, on parle de méthodologie. C'est le critère le plus important. Donc, voici les sous-critères. Les sous-critères, par exemple, pertinence de l'approche méthodologique retenue, traitement quantitatif si applicable, traitement qualitatif si applicable, rigueur de l'approche. Est-ce qu'il expose clairement, l'auteur expose ou l'article clairement le cadre d'analyse et la méthode de travail? Voici donc des exemples, je pense que c'est clair. Le deuxième critère le plus cité, à 47 reprises sur 51, donc ce qui représente 92%, en réalité, on peut considérer que le critère est cité davantage, est beaucoup plus cité, puisque dans certaines grilles, on parle par exemple de référence au lieu de parler de théorie. Nous allons voir que le mot référence, que le critère référence a été cité à 35 reprises sur les 51. Donc, est-ce que la bibliographie est récente et pertinente? Est-ce que le chercheur se positionne clairement dans le champ théorique? Est-ce qu'il montre une certaine maîtrise des connaissances du champ théorique? Par exemple, dans la grille 29, on trouve qualité et pertinence du cadre théorique et rigueur dans l'utilisation des concepts. Par exemple, dans 34, contextualisation de la question dans l'état de l'art. Justement, je vais dire quelque chose d'important à ce sujet. Par exemple, plusieurs étudiants de master, plusieurs doctorants et parfois même des chercheurs débutants, quand ils rédigent des articles, ils s'appuient souvent à 100% sur une théorie, sur des études, sur des articles qui ne concernent pas le contexte de l'étude. Et ça, c'est une erreur. Donc, l'un des principaux rejets des articles, c'est la non-contextualisation de la question dans l'état de l'art et donc ce qu'on appelle aussi l'état de la question. Connaissance du domaine traité, ça veut dire est-ce que l'auteur a
c'est suffisamment documenté, maîtrise les concepts et ainsi de suite. Le troisième critère, c'est la langue de l'article. Donc, dans 90% des critères, plutôt des grilles, le mot langue, la qualité de la langue est retenue comme critère. Plus on va voir qu'on parle aussi de cohérence et de lisibilité, donc, ça concerne également la langue. Ça veut dire, on peut par exemple trouver que dans les grilles où on ne parle pas de langue, les 5 grilles, je ne suis pas très bon en mathématiques, les 5 grilles qui ne sont pas concernées par ce critère, peut-être ils ont parlé de cohérence et de lisibilité. Donc, les sous-critères, est-ce que l'article est correctement écrit? Qualité de l'écriture, style, orthographe, rédaction, qualité de la langue. Quand je mets cet opérateur, ça veut dire que j'ai coupé le critère, le sous-critère. Niveau de langue, syntaxe, orthographe, ponctuation, vocabulaire, présente une qualité d'expression française de niveau académique, style, vocabulaire, style, orthographe, vocabulaire, syntaxe. Donc globalement, ce critère, il est connu de tous, c'est l'aspect purement formel de l'article, la qualité de la langue. Voilà. Donc, ce que je dis souvent à mes étudiants, faites lire votre article avant de l'envoyer. Moi, souvent, avant d'envoyer un article, je l'envoie à un collègue, à 2 collègues pour un avis. Ça peut être des coquilles, ça peut être un passage qui ne serait pas clair, voilà, ça m'aide. Le 4e critère, c'est la problématisation. Je n'utilise pas le mot problématique parce que c'est un mot polysémique. Pour certains, le mot problématique, c'est la question de recherche. Pour d'autres, la problématique, c'est un ensemble construit, cohérent, où il y a un positionnement théorique, des questions de recherche, éventuellement des hypothèses, des indications méthodologiques. Donc, dans la première grille, on trouve pertinence et clarté de la problématique. D'abord, est-ce que la question qu'on se pose est pertinente? Avant même d'arriver, est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle est clairement proposée? Si actuellement, par exemple, vous dites je vais faire une recherche pour montrer quels sont les inconvénients de l'utilisation, par exemple, des documents authentiques pour enseigner, la question est dépassée. La question est dépassée parce que depuis longtemps, on a tranché les documents authentiques ont plus d'avantages que d'inconvénients. La grille numéro 7, on dit question de recherche et hypothèse clairement énoncée. Est-ce que la question de recherche et l'hypothèse sont clairement énoncées? Donc voilà, ça confirme ce que je dis. La problématique ne se réduit pas à la question de recherche. Ici, on parle de problématisation scientifique du contenu. Ça veut dire, par exemple, les références à d'autres travaux scientifiques. Vous allez remarquer que le mot problématique n'est pas utilisé de la même manière d'une revue à une autre. Pertinence, originalité et nouveauté de la problématique. C'est pour ça, par exemple, on conseille les gens de faire un état de la question pour voir quels sont
les problématiques déjà traitées, quelles sont celles qui restent? Qualité de la problématique et des concepts utilisés, pertinence et qualité de la problématisation. Donc voilà à peu près, je pense que ces exemples suffisent pour donner une idée. Donc, 78% des grilles que j'ai utilisées, dans 78%, on trouve le critère problématisation. Le prochain critère, c'est l'originalité et l'apport de l'étude. Donc, on le trouve dans 40 grilles sur les 51. Donc, par exemple, dans la grille numéro 2, intérêt et originalité de la contribution. 12. L'article apporte-t-il une contribution originale à la connaissance? Dans quelle mesure véhicule-t-il de nouvelles idées intellectuelles? Ce manuscrit apporte-t-il une contribution aux connaissances dans le domaine? Voilà, est-ce qu'il apporte un plus? 43. Le texte soumis présente un caractère novateur ou original. Voilà, originalité, actualité de la recherche. Donc, une fois de plus, comme je l'ai dit en expliquant la problématique, l'actualité de la recherche, c'est un critère important. L'actualité de la recherche, c'est important. Si maintenant vous décidez de mener une étude sur des problématiques qui ont été déjà traitées pendant les années 70, on va considérer que votre étude n'est pas actualisée. Les références bibliographiques. Dans les réseaux sociaux, des doctorants posent des questions à ce sujet. Est-ce que c'est aussi important qu'on le dit? Eh bien, je vais vous dire, c'est très très important dans la mesure où dans 35 grilles, soit 68%, la qualité des références bibliographiques est indiquée. Donc, références, est-ce qu'elles sont limitées? Oui, parce que si on utilise 30, je ne sais pas, 30, 40 références bibliographiques pour un petit article, ben, ce n'est pas limité. Il y a des revues comme plusieurs synergies. Elles limitent le nombre de références bibliographiques à utiliser à une dizaine. Est-ce qu'elles sont toutes citées dans le corps de l'article et sont présentées selon les normes? Alors ici, c'est très important ce critère. Parfois, les gens, quand on arrive à la liste des références bibliographiques, on cite des références qui n'ont pas été citées dans l'article. Voilà, ça c'est une erreur ici, parce qu'il faut faire en fait la différence entre la bibliographie et les références bibliographiques. La bibliographie, on la donne par exemple, quand on enseigne un module, on donne la liste des références, plutôt la bibliographie du module. Ce n'est pas forcément en lien avec celle qu'utilise l'enseignant ou qu'il cite dans son cours. C'est d'une manière générale pour faire des recherches et ainsi de suite. Les références bibliographiques, généralement dans certaines revues, on dit explicitement la référence bibliographique comporte toutes les références citées dans le texte et uniquement celles qui ont été citées dans l'article. Voilà. Est-ce qu'on respecte les normes? Chaque revue a ses normes. Généralement, c'est les normes APA qu'on recommande. Concordance des références bibliographiques avec le texte. Ensuite, est-ce que les références sont complètes?
Parfois, on trouve par exemple des gens qui vont vous dire, donner juste le titre de l'auteur, pardon, le nom de l'auteur, le titre, il ne donne pas l'édition ou l'année de publication, par exemple. On considère que la revue n'est pas, plutôt que la référence n'est pas complète. Dans la revue numéro 20, on dit les références complètes, harmonisées, adéquation entre le texte et la bibliographie. La bibliographie est pertinente et mise à jour. Ici, ça concerne surtout l'actualité des références. Voilà, généralement, surtout dans les sciences humaines, on dit que, et même dans les autres sciences, on dit qu'il est souhaitable que les références à utiliser ne dépassent pas 10 ans et de préférence 5 ans. Donc, on peut, comme ça, dans une liste de références bibliographiques, trouver 2, par exemple, qui sont incontournables et qui peuvent être datés des années 70, mais on va trouver que la plupart seront, par exemple, de préférence entre 2017 et 2022. Le 7e critère, ça concerne la cohérence et la cohésion de l'article. On le trouve dans 33 grilles. Donc, par exemple, l'organisation du texte, partie, transition, progression. Donc, c'est important. Est-ce que il y a une clarté dans la présentation des résultats de l'article, dans le passage d'un paragraphe à un autre. La clarté du plan, structure et logique d'écriture. La clarté du plan de l'article. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est... D'autres, dans la revue 22, on parle globalement, on parle tout simplement de cohérence globale. 23, organisation du texte, partie, transition, progression. On retrouve parfois exactement les mêmes critères, et j'ai vérifié, ce sont 2 revues différentes. La revue 30, les idées directrices ou premières et les idées secondaires sont en adéquation, en articulation les unes avec les autres, d'un paragraphe à un autre, d'un sous-titre, d'une sous-partie à une autre. Voilà. Rigueur du plan, structure de l'article. Le 8e critère le plus cité, ça concerne la lisibilité. Donc, on peut ajouter la lisibilité à la langue, on peut l'ajouter même à la cohérence et à la cohésion. Donc, est-ce que l'article est lisible? On le retrouve dans 65% des grilles que j'ai utilisées. Dans la grille numéro 8, le style est clair, rigoureux et agréable à lire. Clarté du projet rédactionnel. 14, lisibilité. Bonne lisibilité, moyenne ou insuffisante. 17, la langue utilisée, claire et concise. Donc, par exemple, ce critère, je ne l'ai pas cité dans langue, je l'ai cité dans la concision. La clarté et la concision. La clarté, donc, c'est la lisibilité. 28, lisibilité générale du texte, termes techniques, notes, exemples. 30, le discours scientifique est solide mais accessible à des lecteurs intéressés par la pratique et la recherche en didactique des langues et sociolinguistique et ne recourt pas à du jargon qui freine la compréhension du texte. Certaines revues destinées surtout par exemple à des doctorants, on essaye parfois de dire aux auteurs de
simplifier un peu dans la mesure du possible pour qu'il soit lisible même par des doctorants, par exemple, ou des étudiants, voire des étudiants de master. Voilà. 39, clarté, facilité de la compréhension. Le 9e critère, adéquation avec la ligne éditoriale de l'appel, ou avec la ligne éditoriale de la revue ou avec l'appel. Je l'ai retrouvé dans 28 grilles sur les 51, soit avec un taux de 55%. Ici, en fait, il faut prendre en considération que le critère est beaucoup plus important dans la mesure où si l'article n'est pas en adéquation avec la ligne éditoriale ou avec le thème de l'appel, l'article, on va le rejeter au niveau de la première évaluation. Donc, on ne va pas dire aux évaluateurs de tenir compte de ce critère parce que on envoie aux évaluateurs que ceux qui ont un lien avec l'appel à contribution ou la ligne éditoriale de la revue. Pertinence du contenu par rapport au domaine d'intérêt de la revue. Est-ce que le sujet est pertinent à l'égard de la thématique du numéro? Adéquation entre le thème général et la contribution. Par exemple, une partie varia est consacrée aux articles libres retenus ici. Cette revue, dans cette grille, on indique qu'un article qui ne répond pas au thème de la contribution, au thème du numéro, il peut trouver place dans la rubrique varia. L'article s'inscrit-il dans la ligne éditoriale de la revue et le cas échéant, répond-il à l'appel à proposition? Le développement des idées respecte la ligne éditoriale. Voilà. Le 10e critère, il concerne le résumé. Donc, il est cité dans 20 grilles. Conformité du résumé avec le contenu de l'article, clarté du résumé, adéquation du résumé, présence et pertinence des résumés en français et en anglais. L'article respecte les idées annoncées dans le résumé. L'article exprime avec clarté le but de la recherche. Voici, par exemple, les sous-critères qu'on trouve. Le résumé exprime avec clarté le but de la recherche. On conseille également à ce sujet de par exemple, indiquer éventuellement les principales parties et les principaux résumés, résultats de l'étude. 11. Les aspects formels. Les aspects formels, donc par opposition à tout ce qui concerne le fond, on le retrouve dans 20 grilles, ce qui est beaucoup, quand on voit toutes les différences entre les logiques des uns et des autres. Trouver que 20 concepteurs de grilles parlent d'aspects formels, c'est beaucoup. Donc le nombre de signes. Ici également, on peut considérer que le critère est beaucoup plus utilisé que dans 39% parce que on revient à la grille, à l'analyse interne des revues. Si par exemple elle dit, la revue indique que le minimum c'est 25 000 signes et le maximum c'est 50 000 signes, si vous envoyez un article qui n'a que 8 000 signes,
il sera rejeté. Il sera rejeté avant d'être soumis à l'évaluation. Si vous donnez un article de 45 pages, le rédacteur en chef va directement vous le renvoyer. Il va vous dire respectez le protocole de la revue. Donc, dans ces cas, on ne va pas indiquer aux évaluateurs qu'ils doivent voir si le nombre de signes de l'article correspond au protocole de rédaction. Voilà pourquoi il faut considérer que ce critère est plus important dans la réalité. Donc ici, les aspects formels, est-ce que le nombre de caractères est respecté? Est-ce qu'il y a un résumé? Est-ce qu'il y a des mots-clés? Respecte les normes de la revue, normes orthotypographiques, nombre de signes, etc. L'auteur a respecté le nombre de signes et la feuille de style imposée par les éditeurs. Respecte les normes bibliographiques à pas. Je précise, j'ai pris ces signes, ces sous-critères exactement comme je les ai trouvés dans les grilles. En fait, j'ai fait du copier-coller puisque j'ai reçu la totalité des grilles par Internet. Donc, j'ai fait du copier-coller. Donc, je disais, l'auteur a respecté le nombre de signes et la feuille de style imposée par les éditeurs, respecte les normes bibliographiques APA. Ça revient souvent ici, ce critère, depuis quelque temps. Donc, par exemple, on ne recommande plus de citer les références en note de bas de page. On préfère le système auteur, date entre parenthèses, le nom de l'auteur uniquement, virgule, la date de l'article ou de l'ouvrage, virgule, page telle. Voilà, et on ne cite pas le nom de l'article et ainsi de suite. 12. La conclusion, la qualité de la conclusion. Donc, dans 19 cas, dans 19 revues. Donc, la conclusion, est-ce qu'elle est courte et pertinente, apporte des réponses à la problématique, ouverte pour d'autres questionnements, est-ce qu'il y a des perspectives? Conclusion, résumé de la recherche, appelle des objectifs et des étapes de l'étude, piste de recherche. Dans certaines revues, on parle parfois de discussion et non de conclusion. Les conclusions sont-elles dégagées clairement? Dans 25, bref résumé de la recherche effectuée, objectifs spécifiques, méthodologie et résultats obtenus. Ici, je signale un point important. Normalement, les normes de l'écriture scientifique sont universelles, mais pas toujours. Généralement, on dit que, dans certains cas, on dit que la conclusion ne doit pas se limiter au rappel des principaux résultats, elle doit interpréter ainsi de suite, donc ce qu'on trouve ailleurs dans la partie discussion. Ici, on dit introduction, conclusion, cohérence, pertinence, clarté du propos. Voilà. Le 44, le texte se termine avec une conclusion qui présente une synthèse des travaux et des principales données. Voilà. Le critère numéro 13, on le retrouve dans 17 grilles. Donc 5 dans la revue 5. Le titre et le résumé reflètent-ils le contenu de l'article? 13. Choix du titre. 17. Pertinence de la formulation du titre.
28. Avis sur le titre, adapté, peu clair, trop long, et ainsi de suite. Parfois, on se retrouve avec des titres paragraphes et ça pose vraiment des problèmes parfois. Adéquation entre le titre et le contenu. Ensuite, je donne quelques critères maintenant, sans citer les sous-critères. Ils sont moins cités que les 13 premiers. Donc, dans 14 grilles sur les 51 utilisées, on parle de l'efficacité de l'argumentation. Dans 12 grilles, on parle du choix des mots-clés. Est-ce qu'ils sont bien choisis, ces mots-clés? Parfois, par exemple, on trouve un mot-clé et quand on fait CTRL F, on trouve qu'il n'a été cité dans aucune phrase de l'article. Voilà, par exemple. Qualité de l'illustration. Ici, par exemple, ça peut être les exemples. Par exemple, les sous-critères que je viens de donner est une forme d'illustration. Tout comme ça peut être, par exemple, les tableaux, les graphiques, et ainsi de suite. Donc ici, ce critère, il est également cité dans 12 grilles. La qualité de l'analyse, on la retrouve dans le critère est cité dans 11 grilles. Qualité et pertinence du corpus, on le retrouve cité dans 10. Mais ici, en réalité, on peut considérer que le critère est beaucoup plus important. Pourquoi? Il y a par exemple des revues qui demandent un résumé avant l'envoi des articles. On va vous dire par exemple, envoyez un résumé, un mois après on vous donne une réponse, ensuite vous allez envoyer votre article. Ici, à cette première étape, si votre corpus est très intéressant, eh bien, ça va favoriser l'acceptation de votre résumé. Si il n'est pas pertinent, donc on va considérer que votre article ne sera pas, on ne va pas vous demander d'envoyer votre article. Donc, les revues qui fonctionnent comme ça, ils ne vont pas citer dans la grille d'évaluation la pertinence du corpus, parce que de toute manière, quand le corpus n'est pas pertinent, ils ne retiennent pas l'article pour l'évaluation externe. Formulation du plan de l'article. Je conseille mes étudiants à la fin de l'introduction d'annoncer le plan des principales parties de l'article. Par exemple, l'article se compose de 3 parties. Nous allons consacrer la première à l'explicitation de la méthodologie. Dans la deuxième, nous allons livrer les principaux résultats de l'étude, et ainsi de suite. Voilà. Synthèse des résultats. Donc, quels sont les critères les plus cités dans les grilles d'évaluation? Si je veux favoriser l'acceptation d'un article, quelles sont les choses auxquelles je dois faire attention essentiellement? Donc voilà, nous avons la méthodologie et la théorie, elles sont données dans 92% des grilles. La langue dans 90%. La problématisation, 78%. L'originalité, l'apport, c'est 78%. Les références bibliographiques,
c'est 68%. La cohérence-cohésion, c'est 65%. Donc voilà, à ce stade déjà, on peut dire que si votre article n'a pas été retenu, c'est peut-être à 80% à cause d'une limite qui concerne ces 7 critères. Ces 7 critères. Mais on peut en réalité avancer jusqu'à lisibilité. Voilà, pour l'essentiel donc. Ça ne veut pas dire que votre article ne pourrait pas être rejeté pour des aspects formels. Nous allons revenir sur ça. Donc, voici les 13 critères les plus cités dans les grilles d'évaluation. Voici le résultat qui a été apprécié par mes collègues et mes doctorants quand j'ai présenté cette communication le mois de juin passé. Voilà. Donc, ensuite, le résumé, les aspects formels, la conclusion et le titre. Auto-évaluation de mon étude, c'est une bonne pratique. On conseille les gens d'auto-évaluer leurs études, de dire, selon moi, voici les aspects positifs, voici les limites, les insuffisances. À mon avis, les aspects positifs de l'étude, d'abord un corpus intéressant, aussi bien sur le plan qualificatif que quantitatif. Donc, j'ai pensé à ça et c'est intéressant. D'autant plus, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a des revues qui ne communiquent pas ces grilles, même quand on envoie le rapport d'expertise de l'article, parfois on donne juste l'avis. Dans certaines revues au moins, on communique après pour voir qu'est-ce qui manque. D'autres revues, on va trouver ces grilles sur leur site. Sur le site de la revue, on va les trouver. Les avis des évaluateurs, un avis d'évaluateur d'articles, dont moi et quelques collègues, les critères dégagés sont réellement déterminants. Donc, selon ma propre évaluation, selon ma propre petite expérience dans l'évaluation des articles et selon les avis de mes collègues, de quelques-uns de mes collègues, les critères dégagés dans cette étude sont en effet très déterminants. Le troisième aspect positif, à mon avis, c'est que le recensement et classement de ces critères devrait aider ceux qui vont les prendre en considération à favoriser la publication de leurs articles. Les limites. L'étude ne prend pas en considération ni les critères de l'évaluation interne, dont j'ai expliqué, que j'ai expliqué au départ, ni le cas des revues qui expertisent les résumés avant l'article. Conséquence, certains critères comme l'adéquation avec les thématiques de la revue ou de l'appel à contribution, qui est cité à 55 dans uniquement la moitié des grilles, l'aspect formel qui n'est cité que dans 39% des grilles, la qualité du corpus et d'autres critères pas cités ici carrément dans les 13 critères dégagés, et même les autres, pourraient s'avérer en réalité être plus déterminants, plus fréquents. Certains critères sont donnés dans les parties véhiculant la ligne éditoriale de la revue, la fuite de style et tout ça. Donc ici également, ça rejoint l'idée de l'évaluation interne,
parfois, il ne suffit pas de voir les grilles d'évaluation, il faut également lire ce qu'on dit dans le protocole de rédaction d'une revue et ainsi de suite. Je vais vous donner quelques exemples. Il a fait des styles où il y a d'autres critères semblables à ceux qu'on vient de donner. Exemple, je prends quelques exemples du site de la revue Action didactique de l'Université de Béjaïa. Voici son lien sur ASGP. Donc, Action didactique est une revue scientifique internationale d'expression française. Ici, il y a un critère. Si vous envoyez un article en anglais, il ne sera pas publié parce que c'est une revue d'expression française. Donc, elle ne publie que des travaux en français. Les travaux s'appuyant sur l'analyse de corpus issus de contextes clairement définis seront privilégiés. Donc, ici, ça veut dire les articles qu'on appelle de synthèse, des articles purement théoriques ne sont pas privilégiés par la revue Action didactique. Enfin, les articles abordant des questions politiques et idéologiques ne sont pas admis. Donc, dès avant même l'évaluation externe, avant même d'envoyer l'article, si le rédacteur en chef regarde, trouve que l'article sort de la ligne éditoriale de la revue, c'est une revue scientifique, pas une revue politique, donc il peut rejeter l'article avant même de l'envoyer aux évaluateurs. Voilà. Un autre exemple, l'éthique et la déontologie. Toujours dans la revue Action didactique, un plagiat avéré signalé par les membres des comités éditoriaux entraîne l'arrêt du processus d'évaluation et le rejet de l'article. Donc, dans notre revue Action didactique, quand un plagiat est avéré par un membre du comité scientifique qui utilise un logiciel anti-plagiat, ou par un évaluateur, même quand on n'utilise pas un logiciel, ça met immédiatement fin au processus d'évaluation. Donc, l'article est directement rejeté. Je peux vous dire que dans la revue Action didactique, ce critère est le plus important. Le plus important, c'est si l'article respecte l'éthique et la déontologie. On trouve également dans la partie éthique et déontologie, quand le plagiat est détecté avec la publication de l'article, la revue se réserve le droit de le supprimer dans son site. Elle se réserve également le droit d'interdire à son auteur toute utilisation, citation ou mention de cet article. Dans la partie soumission et expertise, on dit lors de l'envoi de la proposition, l'auteur doit éviter dans la mesure du possible de faire figurer dans le corps de l'article des références pouvant l'identifier. Donc si par exemple vous dites dans le texte, dans un article que j'ai déjà publié, vous donnez entre parenthèses votre nom et l'année, c'est une manière d'indiquer votre nom aux évaluateurs et donc ça porte atteinte au principe de l'anonymat. L'article ne doit pas avoir été publié en l'état dans une autre revue. Donc voilà, ce sont des critères qu'on ne trouve pas dans les grilles d'évaluation, mais dans d'autres parties des documents qui concernent la revue. Le quatrième exemple, protocole de rédaction, par exemple, taille de l'article, les références bibliographiques comprises entre 25 000 et 40 000 caractères, espace compris. Donc, c'est un critère également déterminant. Concernant spécialement la taille de l'article, parfois on fait une exception, très rarement, mais parfois on fait exception. L'article ne doit pas avoir été publié en l'état dans une autre revue également, c'est dans le protocole de rédaction. 5.
par exemple, renvoie référence dans le code de l'article conformément à l'adaptation française des normes APA. Donc, si vous renvoyez aux références par les notes de bas de page, vous n'avez pas respecté la feuille de style. Les renvois aux auteurs sont présentés conformément au système auteur-date. Ici, c'est déjà, nous avons déjà parlé de ça, ce critère. Et puis, il y a tous les autres critères qui sont très déterminants, mais qu'on ne crie pas sur les toits. Il y a, j'ai une répétition, je n'ai pas fait attention, des critères énormément, qui sont énormément déterminants. Nous allons revenir sur ça un autre jour. Ça concerne par exemple le positionnement du chercheur. Il y a des écoles. Il y a presque des logiques très différentes. Quand on s'inscrit dans la logique de telle revue, ça favorise la publication de votre article. Je vais préparer une revue spécialement pour traiter de ce sujet. Perspective pour mon étude. Donc, je viens de retenir un certain nombre de limites. Donc, je suis en train de revoir l'étude et d'essayer de remédier à ces limites. Réunir un corpus plus important, je suis également en train de remédier à ça, illustré par des exemples d'évaluation concrète. Ici, je suis en train de constituer un corpus. Ce sont des exemples de motifs donnés aux auteurs lors du rejet d'un article ou les qualités retenues comme étant positives. Donc ça va donner, je pense, des choses très intéressantes, une indication claire. On va vous dire, par exemple, l'article est essentiellement rejeté pour l'insuffisance du corpus, pour la non-clarté de la méthodologie. Je pense également que ça va être intéressant d'effectuer une comparaison selon les pays et éventuellement selon les disciplines. Voilà pour les perspectives. Je vais vous dire au plaisir de recevoir vos questions, mais également vos conseils, vos critiques. Personne n'est parfait. Je débute. J'ai même le trac. Donc, je sais que ce que je fais n'est pas parfait. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, ça va m'encourager, de cliquer sur j'aime, de commenter, de poser des questions. Je vais essayer, dans la mesure de possible, chaque mois, au moins une fois par mois, de faire une petite vidéo pour répondre à la plupart des questions que je reçois. Partagez également, s'il vous plaît, cette vidéo pour qu'elle soit vue par vos amis. Donc, j'espère que cette vidéo va répondre à quelques-unes des questions que se posent les doctorants. J'espère que ça va les aider à publier des articles. Je vous promets que ce n'est qu'une première vidéo d'une série de vidéos que je vais poster dans ce sens pour l'évaluation, donner des conseils pour
la rédaction des articles, des communications scientifiques et ainsi de suite. Donc il suffit de vous abonner et vous allez recevoir des notifications quand une nouvelle revue sera postée sur la chaîne didactique du français. Bye bye, à bientôt, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de partager. Merci beaucoup.